Tu as dû être effrayée. Non, madame, mais ils m'ont mis dans un grand sac. C'est incroyable. Et où est tes messieurs, Jiminy? Oh, Jiminy, Je ne veux pas y être mêlée. ils l'ont mis dans un petit sac. Non. Si, Comment t'es-tu échappée? je n'ai pas pu, ils m'ont coupé comme du bois brûlé. Oh, regardez mon nez. Qu'est-ce qu'il a, mon nez? Et dis donc, tu penses que le nez de Pinocchio pourrait exister chez les humains? Tu veux dire quoi par le nez de Pinocchio? C'est-à-dire que lorsque Pinocchio ment, son nez grandit. Peut-être que chez les humains aussi, il y a des signes extérieurs qui trahissent le mensonge. Et toi, Noé, t'en penses quoi? Eh bien les amis, allons voir ça. Dans le cadre de notre TPE, nous traiterons de la détection du mensonge en posant la problématique suivante. Peut-on détecter le mensonge? Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord tenter de détecter le mensonge à travers la communication non verbale. Ensuite, nous étudierons en quoi les réactions physiologiques quantifiables peuvent trahir un menteur. Et enfin, pour aller plus loin, nous traquerons le mensonge au cœur du cerveau. Qu'est-ce qu'un mensonge? On peut affirmer que le mensonge est une assertion dont le locuteur sait que le contenu est faux et qui est faite avec l'intention de tromper le destinataire quant à ce contenu. Cette définition correspond à ce que la plupart des gens comprennent par le mot mensonge. Cependant, cette définition est lacunaire. Elle ne touche pas à tous les aspects et toutes les formes du mensonge. Pour illustrer l'ambiguïté du mensonge, prenons l'exemple d'une personne affirmant la chose suivante. Quelqu'un a ouvert ton courrier. Si vous lui faites confiance, vous penserez que ce n'est pas le locuteur qui a ouvert le courrier. Cependant, si vous découvrez que c'était le locuteur, vous devez reconnaître que la personne a dit la vérité au sens strict, mais qu'elle vous a néanmoins intentionnellement induit en erreur. En outre, il peut être difficile de savoir si le locuteur sait que ce qu'il dit est faux ou s'il a une intention de tromper le destinataire. Pour toutes ces raisons, il semble bien difficile de dire d'un point de vue extérieur si quelqu'un ment. On s'aperçoit donc que le mensonge à un niveau purement logique présente d'ores et déjà des difficultés d'identification. Le principe qui gouverne la détection de mensonges, c'est l'idée que les mensonges qui ont un véritable enjeu vont être accompagnés d'un certain nombre de réactions émotionnelles et physiologiques. C'est l'identification et la mesure de ces réactions qui sont censées permettre de détecter le mensonge. On peut aisément concevoir que le mensonge suscite chez le locuteur une ou plusieurs émotions. La peur de se faire prendre, la culpabilité qui résulte de la transgression d'une règle morale ou le plaisir que l'on éprouve à duper les gens. Or, on peut repérer les traces de ces émotions sur le corps ou sur le visage. Il s'agit de ce qu'on appelle plus communément la communication non verbale. Nous nous intéresserons dans un premier temps à certaines expressions du visage, les dénommées micro-expressions. Paul Ekman, un psychologue américain pionnier dans l'analyse et l'interprétation des expressions du visage et expert en détection de mensonges, postule la chose suivante. Le visage exprime de façon involontaire les véritables émotions d'un individu avant même qu'il n'en prenne conscience et puisse les masquer. Il suffirait dès lors de visionner ces quelques fractions de secondes durant lesquelles les muscles du visage se contractent malgré nous. Ces contractions de différents muscles du visage, les micro-expressions, sont brèves, entre 1/25e et 1/15e de seconde, involontaires et à la différence des expressions faciales, il est très difficile de feindre ou d'imiter une micro-expression. L'ensemble des micro-expressions a été répertorié, ce qui a permis la distinction de 7 émotions de base, ayant chacune des micro-expressions associées. La joie, la peur, le mépris, la colère, la surprise, la tristesse, le dégoût. Il existe un répertoire nommé FACS, le Facial Action Coding System, mis en place par les chercheurs Paul Ekman et Walter Friesen, qui mesure, analyse et code toutes les expressions faciales. Cet outil permet de décrire tous les mouvements du visage en les décomposant en unités d'action élémentaires.
une unité d'action correspond à la contraction ou à la détente d'un muscle du visage. Ainsi ont pu être classifiées les émotions en fonction des muscles faciaux actionnés. Afin de détecter un mensonge, il faudrait en même temps observer avec précision le contenu de ce que dit l'interlocuteur et ses mimiques de visage. Lorsque l'émotion exprimée sur le visage de l'individu ne coïncide pas avec ce qui est dit, la probabilité qu'il s'agisse d'un mensonge est accrue. Dans l'optique de détecter le mensonge à travers les micro-expressions, il est essentiel que les micro-expressions soient partagées par tous et que toute micro-expression revêt le même sens pour chaque individu. Nous pourrions donc nous poser la question si nos mimiques faciales dépendent des influences culturelles ou si elles sont déterminées par des facteurs biologiques. Dans son ouvrage de 1872, L'expression des émotions chez l'homme et les animaux, Charles Darwin stipule que l'expression et la perception des émotions sont innées, héréditaires et universelles. Il affirme que la façon dont les visages expriment la joie, la peur ou le dégoût est semblable chez les espèces parentes, comme l'homme et le singe. Il faut cependant attendre la fin du XXe siècle pour que la thèse de Darwin soit vérifiée. C'est avec les études faites sur des peuples aborigènes, en particulier sur la tribu des Forts de Nouvelle-Guinée, ayant une culture isolée et peu développée, que l'universalité des micro-expressions fut enfin démontrée. L'expérience était simple, mais novatrice. Il fut demandé à certains de ses habitants, qui n'ont rarement, voire jamais été confrontés à notre société occidentale, de faire part de leur réaction face à certaines situations imaginaires. À titre d'exemple, pour la situation évoquant la joie, vous rencontrez un ami que vous aimez, et pour la situation évoquant le dégoût, vous tombez sur un cochon mort depuis longtemps. Les habitants montrèrent la même micro-expression de joie et de dégoût que les individus d'autres cultures. Le langage corporel est l'ensemble des manifestations du corps caractérisées par l'apparence, le mouvement et l'attitude d'une personne qui peuvent inconsciemment révéler le sentiment ou l'état d'esprit de la personne. Il est composé de mouvements réactionnels, le plus souvent incontrôlés, qui se retrouvent dans les gestes, les postures, le regard. Dans le cadre de la détection de mensonges, le langage corporel peut trahir un sentiment d'anxiété, de malaise ou simplement une discordance entre ce que dit la personne et ce que son corps nous dit. Le langage corporel peut donc trahir un menteur par l'autocontact de la main au visage ou de la nuque, les mains qui jouent avec quelque chose comme des clés, ce qui peut suggérer un état de tension, le croisement des bras ou des jambes, ce qui peut insinuer un renfermement sur soi, un regard évasif ou au contraire la personne regarde beaucoup trop son interlocuteur, les pieds ou le corps en général pointent vers la sortie lors d'un interrogatoire et un temps de réaction anormal entre les gestes et la parole. Il serait intéressant de mener une expérience afin d'examiner à quel point la détection de mensonges à travers l'observation des micro-expressions et du langage corporel est efficace. Nous avons demandé à 5 sujets de participer à notre expérience qui a eu lieu dans une salle isolée de l'établissement. Une caméra fixée sur un trépied filme le sujet avec un zoom sur le visage. Julie, l'interrogatrice, explique un scénario factice au sujet. Donc, je vais te poser une série de 12 questions. Sur les 6 premières, tu vas dire la vérité et que la vérité. Et sur les 6 dernières, tu vas mentir. Et il faut que ton mensonge soit très convaincant parce que Antoine, il ne sait pas quand tu vas mentir et quand tu vas dire la vérité. Du coup, il va essayer de savoir à quel moment tu mens. En réalité, Antoine est parfaitement conscient que le sujet répond aux 6 premières questions en disant la vérité et aux 6 d'après en mentant. Nous avons introduit cette subtilité afin de mettre le sujet sous un état de tension, de stress et pour que le sujet invente des mensonges vraisemblables. Par surcroît, les questions que nous avons choisies sont des questions où l'on ne peut que difficilement répondre par oui ou non. Ainsi, le sujet sera sous l'obligation d'inventer une histoire. 11e question. Raconte la première fois que tu as tué quelqu'un. C'était en CM2. C'était un accident. De ce que nous avons observé, les sujets montraient clairement des mimiques de visage et une gestuelle différente à certaines questions posées. Cependant, d'une part, ces micro-expressions et ce langage corporel
ne coïncidaient pas toujours avec un mensonge. D'autre part, nous ne pouvions pas déterminer la source de ces mimiques, si elles étaient simplement des manies ou si elles trahissaient réellement un mensonge. On en conclut donc que notre expérience ne permettait pas de détecter avec fiabilité le mensonge chez nos sujets et que cette méthode se révèle être limitée. Certes, les micro-expressions peuvent être un moyen de détecter le mensonge, mais leur présence n'en est pas toujours révélatrice du fait qu'on ne peut savoir d'où provient une micro-expression et si elle est en rapport avec la situation ou non. En outre, certaines personnes ne sont naturellement pas expressives. Même s'il existe des instruments tels que fax, il est difficile d'étudier avec précision le visage. Nous pouvons donc en conclure que dans le cadre de la détection de mensonges, les micro-expressions ne sont pas une preuve assez sûre. Nous avons donc pu observer que cette communication non verbale peut parfois trahir le menteur lorsqu'elle révèle un état de tension, de stress. A priori, le stress est difficilement contrôlable et pourrait s'avérer être un indicateur exact du mensonge. Il serait intéressant de se plonger dans l'étude de notre organisme en phase d'alerte et des réactions induites par cet état de stress. Lorsque notre organisme entre en alarme, il sollicite le système hypothalamo-sympathico-adrénergique. Derrière cette terminologie complexe se cache un mécanisme en cascade faisant intervenir l'hypothalamus, le système nerveux sympathique et les médulosurrénales. Dès la confrontation à une situation évaluée comme stressante, le cerveau par le système limbique stimule l'hypothalamus, glande endocrine située entre le tronc cérébral et le cerveau, stimulant à son tour le système nerveux sympathique. Ce système est une composante du système nerveux autonome qui est responsable des fonctions non soumises au contrôle volontaire. Par la suite, les fibres nerveuses du système nerveux sympathique libèrent un neurotransmetteur, la norépinéphrine, directement au niveau de la synapse entre les neurones du système sympathique et un certain organe effecteur. L'organe en question est donc particulièrement excité et son fonctionnement s'intensifie. Cependant, ce n'est pas la seule voie par laquelle le corps est mis en situation de stress. Ce même système nerveux sympathique stimule aussi certaines glandes surrénales, les médulosurrénales, qui une fois excitées sécrètent de l'épinéphrine et de la norépinéphrine dans la circulation sanguine. Ici, la norépinéphrine n'agit non pas comme neurotransmetteur, mais comme hormone qui déclenche de diverses modifications physiologiques. Tous les organes du corps ne sont pas concernés. Les principales modifications engendrées par la norépinéphrine et l'épinéphrine sont les suivantes. Au niveau cardiovasculaire, la fréquence cardiaque augmente. Les muscles qui composent les parois des vaisseaux sanguins se dilatent, les pupilles se dilatent, le temps de coagulation du sang diminue et la glycémie sanguine augmente. Au niveau respiratoire, la fréquence respiratoire augmente et les voies aériennes se dilatent. Au niveau musculaire, le tonus des muscles augmente. Au niveau cutané, le diamètre des vaisseaux sanguins diminue, la transpiration augmente et les poils se dressent. Ces réactions physiologiques sont donc le reflet d'un fonctionnement autonome de l'organisme et par conséquent d'un comportement involontaire plutôt que de la réponse que l'individu souhaite donner. Certaines réactions comme le tonus des muscles se prêtent moins à la mesure que d'autres, mais ces réactions de l'organisme restent pour la plupart quantifiables par le biais de divers appareils. Nous pourrions donc tenter de détecter le mensonge à travers l'un de ces paramètres. L'expérience consiste à donner 3 cartes définies à l'avance à un sujet. Celui-ci va prendre connaissance de ces cartes et il devra répondre à 3 de nos questions par rapport à ces cartes. À la première question et à la première carte, il devra dire la vérité. Et à la deuxième, il devra formuler un mensonge. Et à la dernière carte, nous lui laissons le choix de la vérité ou du mensonge. Pendant qu'il répond à ces 3 questions, nous mesurons en continu la fréquence cardiaque du sujet grâce à un cardiofréquencemètre et au logiciel Pasco. Cette expérience a été menée sur un total de 5 sujets. Nous avons pu observer que la fréquence cardiaque restait la même tout au long de l'expérience et qu'il s'avère impossible de déceler le mensonge seulement grâce à un facteur, ici la fréquence cardiaque. Pour un résultat plus concluant, le mieux serait de s'orienter vers un outil qui prend en compte différents paramètres physiologiques à la fois. Cet outil existe, il se nomme le polygraphe, ce qui veut littéralement dire plusieurs études. L'ancêtre du polygraphe est inventé en 1895 par le médecin psychiatre et criminologue italien Cesare Lombroso. Sa machine mesurait les changements physiologiques dans la pression sanguine et le pouls d'un suspect.
Le polygraphe est la plus célèbre des techniques de détection. Cette machine se base sur différentes constantes biologiques, la tension artérielle, la fréquence cardiaque et respiratoire, les variations de la voix et les réactions électrodermales, c'est-à-dire les modifications de l'activité des glandes dues au stress qui changent la conductivité électrique de la peau. Pendant que la machine mesure ces réactions, c'est le rôle de l'examinateur de poser des questions et d'interpréter et d'analyser les chiffres. Un facteur important dans la réussite et l'efficacité du polygraphe est la manière dont se déroule l'interrogatoire. Celui qui pose les questions doit alterner entre questions banales, ne produisant pas de larges réactions, et des questions touchant à un point sensible chez le sujet. C'est en comparant les courbes des différentes réactions aux questions posées, et seulement lorsque le mouvement des courbes présente un comportement particulièrement anormal, que le stress est signalé et ainsi parfois le mensonge. Ayant été fréquemment utilisée aux États-Unis par des entreprises, des représentants de la loi ou des particuliers, cette technique de détection est aujourd'hui largement contestée. Le problème est que l'appareil ne mesure pas la vérité, mais le stress ou les réactions émotionnelles. Ainsi, une personne anxieuse passera plus facilement pour malhonnête, et un menteur qui sait très bien contrôler ses émotions pourra au contraire être jugé sincère. En outre, l'état de la personne a également une influence capitale sur la capacité du polygraphe. Par exemple, si le sujet a trop chaud ou s'il est sous l'emprise de substances illicites, le polygraphe ne parviendra pas à détecter des modifications de son niveau d'émotion. Une étude menée par l'Association américaine de psychologie a récemment rapporté que le polygraphe se trompe plus d'une fois sur 5, soit une fiabilité de seulement 80%. Nous allons vous soumettre à un test. Il s'agit d'un simple détecteur de mensonges. Vous répondrez franchement par oui ou par non aux questions que je vais vous poser. Vous avez compris ? Oui. Il serait intéressant d'examiner directement l'organe qui produit le mensonge, le cerveau. Aujourd'hui, grâce aux technologies d'imagerie cérébrale, il est possible d'obtenir des images continues ou ponctuelles du cerveau. On peut voir fonctionner le cerveau, observer en temps réel l'activité des neurones. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, est une technique d'imagerie médicale non invasive qui repose sur le principe de résonance magnétique nucléaire, utilisant les propriétés quantiques des noyaux atomiques. Dans certaines conditions, certains noyaux atomiques placés dans un champ magnétique et soumis à un rayonnement électromagnétique entrent en résonance en absorbant l'énergie du rayonnement. À l'arrêt de cette stimulation, ils restituent l'énergie accumulée en produisant un signal qui peut être enregistré. L'IRM nécessite donc un aimant permettant la magnétisation des tissus et l'alignement de certains noyaux atomiques comme celui de l'hydrogène par exemple, qui après excitation à une fréquence précise émettent un signal recueilli par les capteurs et traité par ordinateur. Les images obtenues résultent d'un lourd travail de modélisation qui dépend du protocole et de la méthode scientifique employée. On distingue deux types d'imagerie cérébrale. D'une part, la neuroimagerie structurelle qui est utilisée pour localiser et mesurer les différentes parties du cerveau. D'autre part, la neuroimagerie fonctionnelle qui vise à voir le cerveau en action lors d'un processus mental précis. Avec toutes ces technologies permettant d'obtenir des images de l'activité cérébrale, une première question que l'on est en mesure de se poser est si l'activité cérébrale varie lorsqu'un sujet dit la vérité et lorsqu'il ment. Une première hypothèse que nous pourrions émettre est que l'activité cérébrale d'un sujet est différente lorsque celui-ci dit la vérité ou lorsqu'il ment. En toute logique, lorsqu'une personne ment, elle doit à la fois inhiber la vraie réponse et communiquer la fausse réponse. Ceci expliquerait pourquoi l'intensité de l'activité cérébrale est plus intense chez un menteur. En lisant différents articles publiés dans les 20 dernières années, on s'aperçoit que c'est sur cette simple thèse que reposent aujourd'hui de nombreuses études sur le mensonge en neuroimagerie cérébrale. Cependant, ce modèle présente vite un certain nombre de limites. Si par exemple un sujet devait penser à la résolution d'un problème mathématique et en même temps répondre à la question du juge, que notre sujet dise la vérité ou non, l'intensité de l'activité cérébrale sera plus grande. Et ce n'est pas le fait qu'il ait dit la vérité ou qu'il ait menti qui est en cause. Il serait donc intéressant de localiser les parties du cerveau particulièrement actives lors du mensonge et d'observer si le mensonge a une signature propre, un motif qui se répète à chaque fois qu'une personne ment. Dans ce cas, c'est la neuroimagerie fonctionnelle, et plus précisément l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, qui serait la plus adaptée. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
est une méthode qui s'appuie sur le fait que les neurones d'une zone cérébrale traitant une information ont besoin d'un apport en oxygène, ce qui s'accompagne d'un débit sanguin plus important vers cet endroit. Le scanner d'IRMF détecte les différences magnétiques entre sang oxygéné et désoxygéné. Ainsi, on obtient une carte statistique de l'activité cérébrale à un moment donné pour un processus mental déterminé. Un grand nombre d'études scientifiques sur le mensonge ont été réalisées en employant l'IRM fonctionnel. Un des pionniers ayant fait usage de cette technique pour détecter le mensonge est Daniel Langlois. Celui-ci montre dans son article Brain Activity During Simulated Deception and Event-Related Functional Magnetic Resonance Study, publié le 4 janvier 2002 dans Neuroimages, que lors d'un mensonge, certaines régions cérébrales étaient plus activées. Ces zones d'activation sont le cortex préfrontal, le gyrus frontal supérieur et le cortex pariétal. Pourtant, ces mêmes neurones, ou circuits de neurones, vus comme la signature du mensonge, sont tout aussi actifs lors de différentes tâches mentales. On ne peut savoir si pendant le test, la personne ne pense pas à autre chose. Il y a trop d'imprécisions pour que le mensonge soit détecté d'une manière infaillible. En outre, des personnes différentes placées dans la même situation n'activeront pas exactement les mêmes zones cérébrales quand elles mentent, et une personne mentant peut activer des zones différentes selon les situations. Des activations différentes ont aussi été constatées en fonction du type de mensonge, que ce soit un mensonge spontané ou un mensonge préparé. Par conséquent, le mensonge ne se manifeste pas par une signature cérébrale unique. Comme le polygraphe, vouloir trouver une méthode simple pour un problème complexe est voué à l'échec dans le cas du mensonge, et la difficulté dans la conception d'expérience rend beaucoup d'études trop approximatives. Si on ne peut pas détecter le mensonge, on peut peut-être débusquer la vérité. Dès les années 1920, des personnes suspectées de meurtre se voient libérées et d'autres emprisonnées après avoir parlé sous l'influence d'une drogue découverte par hasard en 1915 par le médecin américain Robert House. Celui-ci découvre que sous l'influence de la scopolamine, il est impossible d'inventer un mensonge car la drogue endort le cerveau à un point tel qu'elle détruit sa capacité à raisonner. En effet, des substances comme la scopolamine et le thiopental interfèrent avec la capacité de jugement et les fonctions cognitives supérieures. Le thiopental fait partie de la famille des barbituriques, des médicaments qui interagissent au niveau des synapses dans le cerveau avec certains neurorécepteurs, les dénommés neurorécepteurs chimiques GABA. Le récepteur GABA est un canal inhibiteur qui diminue l'activité neuronale, et l'effet des barbituriques est justement d'augmenter l'action inhibitrice du récepteur GABA. Ainsi, la transmission des informations dans le système nerveux central est ralentie. Le cerveau est comme mis en veille. Aujourd'hui, l'avis de la science est plutôt mitigé sur l'usage du sérum de vérité, car un cerveau à moitié anesthésié est surtout un cerveau facilement influençable. La question « peut-on détecter le mensonge ?» si on veut essayer de la traiter scientifiquement conduit à chercher des signatures expressives, physiologiques et cérébrales du mensonge, à savoir des manifestations physiques dont la mesure permet de déceler le mensonge avec certitude ou au moins avec une marge d'erreur minimale. Ces manifestations physiques existent certainement dans la plupart des cas, cependant dans l'état actuel de nos connaissances, elles apparaissent doublement insuffisantes. D'une part, elles ne sont pas suffisamment spécifiques. Même lorsqu'elles sont combinées dans le polygraphe, on ne peut pas être sûr qu'elles ne révèlent pas d'autres phénomènes mentaux ou d'autres émotions. Et d'autre part, il semble qu'elles ne soient pas suffisamment générales en raison des grandes disparités qui existent entre les individus. Selon les personnes, le niveau de stress et l'implication émotionnelle associée au mensonge pourront être très différents. S'il faut donc répondre à notre question « peut-on détecter le mensonge ?», la réponse est non. Toutefois, si le mensonge ne se détecte pas ou se détecte mal, il peut être néanmoins dévoilé via le langage, la communication verbale et la logique, par exemple lors d'un interrogatoire. Un menteur finit souvent par se dénoncer par ses propres contradictions ou par la contradiction qui existe entre les faits et son mensonge. Toutes les vérités sont par principe cohérentes entre elles. Celui qui dit la vérité n'a donc pas d'effort à fournir pour rendre son énoncé cohérent avec d'autres faits ou d'autres vérités. Le menteur, quant à lui, est obligé de créer un monde imaginaire à la mesure de son mensonge. En d'autres termes, pour conserver à son mensonge une allure de vérité, il doit multiplier les mensonges et en conséquence, il prend le risque de se trahir.
pour le dire comme Galilée, qui ne sait que toutes les vérités dans la nature s'accordent entre elles avec la plus grande harmonie, alors qu'il existe une dissonance aiguë entre les énoncés faux et les faits véritables. I did not. Miss Lewinsky. It's been a week.